Salut Fabrice, merci d'être là aujourd'hui pour parler de ton parcours et de ton travail sur le logiciel Odyssey qui est sorti au moment où vous écoutez cette vidéo. Donc c'est un nouveau logiciel d'animation 2D. On a plein de choses à se dire justement aussi parce que on est un peu dans le même domaine avec la ligne 2D, le développement logiciel et tout ça. On va peut-être commencer un peu par ton parcours. Comment t'as découvert un peu le côté dessin sur ordinateur, animation sur ordinateur et comment ça t'a mené à tout ce que t'as fait après quoi. Ouais. Salut Benjamin, et puis bonjour aux personnes qui regardent la chaîne. Je m'appelle Fabrice Debarge. Au niveau du parcours, donc en fait, donc actuellement, voilà, j'aide au développement d'Odyssée chez Praxinos, mais j'ai fait plein d'autres trucs avant. Euh, Notamment, en fait, en gros, je suis tombé dedans quand j'étais petit, si tu veux. Hmm. C'est-à-dire que j'avais 5 ans et il y a ma maman qui était prof et qui voulait se mettre en informatique. Alors c'était les tout débuts de l'informatique, au début des années 80. Et elle a fait un stage où elle devait apprendre à coder des lignes de basique. Et puis moi, comme j'étais petit, ils m'ont mis devant un petit logiciel qui permettait de dessiner. Alors à l'époque, c'était des toutes vieilles machines, c'était des TO7, Thomson 07. Et tu avais un stylet avec une espèce de truc en spirale là, et puis Ouais. qui était relié à l'ordinateur, et puis tu pouvais dessiner sur les écrans, les gros écrans à tube cathodique. Et puis je m'éclatais comme ça avec un petit logiciel qui s'appelait Pictor. Tu avais 8 couleurs, tu pouvais faire des petits ronds, des petits cercles, des carrés. Et puis pendant ce temps-là, tous les autres autour de moi ils codaient. Donc je pense que, je sais pas, T'étais bien baigné dans le truc quoi. Ouais. 40 ans après, ça n'a pas trop changé en fait, tu vois. Ouais. Après, que dire d'autre donc bon, j'ai grandi. Moi, j'ai vécu un petit peu toute la période de l'adolescence, en fait, avec une machine qui s'appelait l'Amiga. Et l'Amiga, c'était assez fantastique à l'époque, en fait, parce que c'était vraiment la machine du dessin et de l'animation. Donc ça, c'est vrai que c'était des moments assez magiques. C'est-à-dire que tout se mettait en place, tous les concepts. C'est-à-dire que donc, l'Amiga, c'est une période qui va à peu près de 85 à 95. Hmm. Euh, et vers 88 à peu près, on a commencé à avoir des premiers logiciels qui faisaient de l'animation. Le plus connu, c'était Deluxe Paint. Tu faisais de l'animation en bitmap, en fait. Donc, il y avait à peine une timeline, hein. Tu changeais juste d'image et Ouais. puis tu dessinais. Je suis même pas sûr qu'il y avait une table lumineuse à l'époque. Mais tu pouvais commencer à faire des animes, puis à flipper un petit peu à la main avec les touches du clavier. Donc ça, c'était assez sympa. Il y en avait un autre qui arrivait quasi en même temps, qui s'appelait Fantavision. Alors celui-là, je me souviens bien parce que j'ai joué avec pas mal. Il y avait une démo à l'époque, hein, ça tournait sur des disquettes, faut se rendre compte, quoi. On avait un dinosaure qui passait dans la forêt, et puis un pteranodon ou des trucs comme ça, et puis il venait, il mangeait un petit peu le feuillage des plantes, tout ça. C'était juste magique, quoi. En fait, on commençait à se rendre compte que l'informatique, ça tendait vers le dessin animé, ce qui n'était pas Ouais. du tout évident en fait au début des années 80. Hein. Tu sais, quand tu avais des PC qui avaient 4 couleurs au plus, tu imaginais pas faire du dessin animé. Après, tu as eu les consoles, mais c'était plutôt du pixel art. Bon, voilà, quand l'Amiga est arrivée, tu avais, je sais plus combien, c'était des palettes de 64, 128 couleurs. Tu retrouvais un peu ce que tu avais aujourd'hui en bien moindre, mais les logiques c'était les mêmes en fait. Hmm. Et ça, c'était vraiment sympa. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que tout ça, ça a impacté l'industrie. Dans la même période, là, vers les années 90, tu as des jeux genre le premier Prince of Persia qui sort. Et là, c'est plus du pixel art, quoi. Le personnage, il marche, il grimpe, il saute, il rampe, il dégaine son épée, et tu sens que c'est animé. Ouais. D'ailleurs, je crois que le créateur, il a montré, je sais plus s'il s'est fait filmer ou s'il a filmé quelqu'un, et puis après, ben, il a rotoscopé. Euh, donc ça, c'était assez rigolo. Il y en a eu un autre qui avait bien marqué les esprits à l'époque aussi de jeu, c'était Another World. C'est un Français, c'est Ouais. Eric Chahi, qui a fait tout le travail d'anime. Alors il y avait une autre personne avec lui qui faisait le travail sur le son. Hmm. Et ce qui était sympa, c'est que tu jouais pas simplement avec ton joystick ou ta manette, quoi. C'est que tu baisses le personnage, puis d'un seul coup, tu as une cinématique de jeu, hop, il ramasse. Alors, je sais plus, je crois qu'au début, il ramasse un flingue par terre, et puis hop, il le reprend. Et là, tu dis, ah ouais, mais attends, je suis plus dans un jeu, là, je suis dans un Ouais. mini-film. Et tu as plein de séquences comme ça dans le jeu avec des tas de trucs qui sont animés. Alors, c'est de l'animation de l'époque, hein. Souvent, c'est des définitions genre 320 par 200.
Aujourd'hui, on est Ouais, à l'âge. forcément. Mais encore une fois, voilà, les concepts, ils sont là. Et voilà, moi, je vois ça, j'ai 10-12 ans. À cette époque-là, je me dis que c'est génial. Euh, c'est vraiment super. Et t'avais déjà la conscience en plus, vu que t'avais un outil pour faire ce genre de truc, que c'était fait à la main par des gens, etc., quoi. Parce que quand on joue au départ, quand on est petit, on n'a pas forcément conscience qu'il y a des gens qui le font, qui le construisent. Oui. Alors, il y avait des revues en fait à l'époque. Il n'y avait pas d'internet, donc c'était très difficile de savoir qui faisait quoi comment. Mais il y avait des revues quand même où ils t'expliquaient un petit peu. Alors là, ce qui était cool, par exemple, alors, autant Prince of Persia, je savais rien du tout. Autant Another World, comme c'était un Français, ils sont allés chercher, ils l'ont interviewé, donc Hmm. j'ai dû lire des trucs, expliquer comment c'était fait. Euh, Puis le jeu après, il a été réédité, etc. Donc c'était facile de trouver de l'info, mais ouais. C'était assez intéressant, quoi. Et, bah, tout ce qu'on pouvait grappiller comme petites informations comme ça, ou des fois des revues étrangères, tu vois, tu achetais une revue en Angleterre et tu trouvais des informations sur les softs pour faire de l'animation. Ouais. Euh, C'était très voilà. chasse au trésor, finalement, pour trouver les infos. Ouais, mais tout à fait, ouais, complètement. Ouais. Ouais, c'est exactement ça, c'est la chasse au trésor. Ouais. Et donc après, Euh, au niveau des études que t'as fait, t'es parti dans quelque chose par rapport au développement, etc., et pas par rapport à l'artistique. Enfin, qu'est-ce qui fait aussi que t'étais intéressé plus au côté de développement et maths plutôt qu'au côté artistique, parce que t'avais pas le truc, je sais pas, le alors, truc du dessin ou quoi. en fait, j'aimais bien les maths. C'est toujours un truc qui m'a beaucoup plu. Donc c'est vrai que je suis parti dans ces études-là, sans forcément d'ailleurs que ça aboutisse. J'ai fait des, comment dire, des classes préparatoires aux grandes écoles. Je suis pas allé dans les grandes écoles, j'avais pas des trucs qui m'intéressaient, je Hmm. voyais rien, absolument rien qui concernait le dessin animé, etc. et tout à cette époque-là, quoi. Alors Ouais. peut-être que j'étais mal renseigné, mais puis c'est compliqué, tu vois, les atmosphères en classe préparatoire, voilà, t'as des gens qui cherchent à avoir un certain rang social ou un certain job, peu importe lequel, tant qu'ils payent. Et quand toi, tu t'intéresses à ce qui est artistique et ce qui est un petit peu logique, mathématique et tout, finalement, t'as pas trop ta place, quoi. Hmm. Donc j'ai fait des maths. Ok, ça m'a permis d'avancer dans mes études et puis d'acquérir une certaine logique qui m'a servi plus tard. Ouais. Et en même temps, je m'intéressais toujours au dessin animé. Donc toujours chasse au trésor. Tiens, pour te donner un exemple, on est en 95. Princesse Mononoke sort au Japon. On est au b.a-ba d'Internet, donc inutile de espérer trouver des images ni quoi que ce soit. Donc il y avait une boutique à Lille, parce que moi je suis du nord de la France, qui s'appelait Dangereuse Vision. Cette boutique, il vient, le gars, il me présente, voilà le artbook de Princesse Mononoke. Donc déjà c'est génial, tu vois les décors, les machins, etc. Le dessin animé, on n'a même pas vu. Ouais. C'était Tu voilà. sais qu'il existe à ce moment-là ou il te l'apprend en te montrant le Alors magazine? c'est pareil, il y a des revues qui te permettent de savoir que ça existe. Euh, Malgré tout, il y a beaucoup de choses qui fonctionnaient avec les revues, c'est plus trop le cas aujourd'hui, mais voilà, tu sais que ça existe, mais voilà, le voir, c'était juste pas possible. Hmm. Par contre, moi, ce qui m'a attiré l'attention, c'était genre les 4-5 dernières pages où il commençait à montrer, alors je savais pas lire, tout est en japonais, je savais pas lire le japonais, mais il te montrait voilà le compo avec toutes les couches de compo qui donnaient une scène. Voilà les couleurs, la palette, c'est indexé, etc. Voilà la 3D. On a fait du cel shading pour le. Tu sais, il y a un monstre au début de Ouais. Princesse Mononoke là, qui est espèce d'un truc en boyau là. En fait, c'est de la 3D, cel shadé. Puis quand tu vois tous ces trucs-là, tu te dis ah mais attends ouais, c'est tous les machins que je connais d'avant, mais qui sont encore Hmm. améliorés et qui vont permettre de faire des films. Et donc, en fait, parallèlement aux études, tu vois, moi, j'ai toujours eu un œil sur ça. Dès que je bossais pas, en fait, hop, je repartais dans toute la galaxie du dessin animé et qu'est-ce qui se faisait, etc., quoi. Voilà, je Ouais. suis pas du tout devenu animateur. De toute façon, je pense que j'étais pas spécialement fait pour ça, mais voilà, l'aspect technique m'a toujours intéressé. Voilà. Et donc là, on peut faire la transition justement avec ton travail à TV Paint. Et on s'est rencontrés là-bas, etc. On a travaillé ensemble un petit peu là-bas. Donc Ouais. comment est-ce que tu as découvert ça? Parce que pareil, c'était, donc si je me trompe pas, c'était sur Amiga au départ. Et ensuite, c'est passé sur Windows, etc. TPN, c'est toute une histoire, hein. Ça date de très Hmm. loin. C'est né en 91 sur Amiga. Ça a changé plein de fois de plateforme. Ça a changé de nom. C'était revendu aux États-Unis sous d'autres noms. Enfin, c'était très très compliqué. En 98, je vais dans une boutique à Paris parce que encore une fois, j'ai une revue, je me renseigne et c'est écrit démonstration TPaint animation. Je savais que ça existait de l'Amiga, mais je n'avais pas manipulé. Donc j'ai été voir la démo et j'étais tellement à fond dedans que à la fin le gars il m'offre le CD-ROM de la démo. Ouais. Vieille démo.
Et puis beaucoup plus tard, après effectivement un petit peu mes études, j'essaie d'aller les voir sur les salons. Euh, et je rencontre Sébastien Miglio, avec qui je discute, qui était quelqu'un qui bossait chez TV Paint à l'époque, qui me dit, voilà, on cherche des gens pour faire de la doc. Donc j'ai commencé à faire de la doc. Après, ben, une fois que tu connais le logiciel par cœur parce que tu as fait la doc, tu peux rendre service à faire un petit cours, une petite formation là, etc. Ça se fait comme ça en fait, étape par étape, quoi. Après, ben finalement, qu'est-ce qui se passe? Ah mince, il y a quelqu'un qui part de la boîte et puis on cherche quelqu'un pour faire des présentations à Annecy. Donc ben je suis 3 jours à Mm. Annecy avec eux. Au bout d'un moment, j'ai été embauché et puis voilà, ça a continué comme ça. Euh, En 2013, le créateur du logiciel décède. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a un changement au niveau de la gérance et tout. Donc, je deviens co-gérant. Donc, je dois m'occuper du volet commercial et du volet développement. C'est là Mm. aussi, du coup, je reprends un petit peu tout ce qui est développement. Enfin, je replonge dedans. Et voilà, jusqu'en 2018, où les associés me demandent de partir, donc je pars. Voilà. Ouais. Et donc, bah, on s'est rencontrés, donc je sais plus si c'est 2016 ou Alors, je sais plus sûrement quelle année, 2016. mais Ça doit être 2016, un truc comme ça, parce que j'ai été de 2017 à 2019 employé. Donc ça doit être 2016. Donc justement, moi, je fais un stage. En tout cas, je fais une demande de stage pour venir. Et ouais. petit à petit, ben, je commence à faire des vidéos pour TV Paint, à faire le making of des 25 ans, etc. Et ce qui fait que ben après, ça devient mon travail pendant 2 ans. Et donc on a un peu ce croisement-là, parce que c'est vrai que j'arrive à peu près quand tu pars. Donc ensuite on fait chacun nos trucs par la suite, mais ça a été un gros truc de mon côté aussi, parce que forcément, travailler dans un milieu comme ça, quand tu fais pas d'animation directement, toi, que t'as pas fait d'école et tout, ça permet d'aller voir les studios, les écoles, de comprendre les choses de l'intérieur. Et je pense que t'as aussi eu beaucoup ce truc-là d'apprendre beaucoup sur Oui, le secteur avec ça, quoi. bah, c'est sûr que quand tu travailles dans ce milieu-là, quelle soit l'entreprise, en fait, peu importe, t'es amené à rencontrer des réalisateurs, t'es amené à rencontrer comment des gens qui veulent faire des films, des gens qui ont des envies, mais qui savent pas forcément matérialiser, mais comment techniquement on va faire. Mm. Et donc, bah, du coup, t'es là, t'es à l'écoute, t'es près d'eux, tu les aides. Ça, je pense que c'est ce qui est le plus intéressant en fait dans le métier, hein. Tu fais pas du logiciel juste pour faire du logiciel. Enfin, en tout cas, moi pas. Oh, non plus. Euh, Ce que je souhaite, c'est que les gens derrière, ils en fassent quelque chose et qu'il y ait un bon film qui sorte au plus proche de ce qu'ils imaginent. Ça me paraît être en tout cas, c'est un bon moteur, quoi. Mm. Voilà. Et pour nous et pour eux. Et aussi, ça a permis comment dire, d'avoir une partie qui est peut-être méconnue, le côté aide technique dans les productions, parce qu'il y a souvent dans les équipes des gens qui s'occupent justement de la direction de la technique, des choses comme ça, mais on sait moins, à mon avis, dans le grand public, qu'il y a des personnes, des logiciels qui vont faire du support et qui aident aussi à développer des outils particuliers pour telle ou telle production. Donc, Ouais. est-ce que tu peux dire peut-être 2, 3 mots là-dessus? Un film sur lequel j'ai pas mal, enfin, je me suis pas mal investi, c'était Red Turtle. Donc j'ai Oui. absolument rien dessiné dedans, hein. Mais déjà au commencement, alors bien avant que la production commence, c'est-à-dire, tu sais, ils ont fait des recherches pendant des années, je ne saurais même plus te dire. Oui, c'était C'était très long comme production, enfin comme pré-production en tout cas. 2010-2012, tu vois, Mm. on est contacté. On sait même pas trop ce qu'est le film, ni quoi, etc. Alors je pense qu'à l'époque, déjà, les gens savaient qu'il y avait du Ghibli dans l'histoire, mais nous, pas Mm. du tout. Et puis on envoie quatre dessins. C'est juste des layouts, tu as les contours des arbres, donc tu as un décor de mer, un décor bah, avec des bambous, parce qu'il y en a plein. Mm. Enfin, tu as 4 trucs représentatifs. Et puis, en gros, c'est voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Et puis, alors, je m'enseigne, je sais que le réalisateur, c'est Michael Dudoc de Witt. Je connais son film d'avant qui est Père et Fille. Donc, pendant un week-end, je fais la colo des 4 dessins en mode Père et Fille, avec des trucs très marrons, etc. Et puis, bah voilà, le lundi ou le mardi, je vais à Londres, on se rencontre, et puis je lui montre, voilà, j'ai fait ça. Et là, il dit, ah ouais, ok, c'est cool. Effectivement, ça ressemble à ce que j'aimerais faire, mais tu vois, j'ai d'autres idées. Alors, il me montre, après, tous ces croquis préparatoires, avec un Red Turtle qui est 1000 fois plus coloré que Père et Fille. Oui. Et ah ouais, là, tu changes ton logiciel, tu dis, ok, là, ouf, ok, d'accord, c'est ça qu'il voulait, on peut changer, je lui montre, on peut changer, recolorier autrement, etc. Voilà, donc
tu établis le contact comme ça, puis vient un jour où vraiment tout ça, ça va se mettre en prod. Parce que Michael de Witt, si je dis pas de bêtises, il est parti au Japon, je crois qu'il a fait le storyboard au Japon, il est revenu en France, finalement la prod, elle s'est pas faite à Londres, elle s'est faite à Angoulême. Et puis une fois qu'on arrive à Angoulême, ils font les plans tests, et puis là, bah, Il faut t'es le mettre en route, contacté. quoi. Et là, on te dit, voilà, il faut des crayons particuliers qui soient très fins à tel moment, très épais à d'autres, ça réagit ou pas à la pression, etc. Et bah, c'est là que ton, ton job bon, difficile développeur, tu vois, là, t'es pas Ouais. vraiment forcément dans le C++, mais tu vas façonner l'outil qui est fait pour que l'utilisateur puisse s'en servir et avoir le type de rendu qu'il veut, quoi. Et Mm. éventuellement, s'il y a une impossibilité technique, là, tu veux aller voir des ingénieurs C++ qui vont modifier le logiciel, qui vont te le redonner. Toi, tu vas faire les modifs, tu vas aller voir le réal, puis tu vas lui faire tester. Alors, ils avaient, je sais plus, une quinzaine d'outils de dessin à tester. Ils en ont gardé trois à la fin, ils les ont remodifiés, et puis à la fin, c'est devenu les crayons du film, entre guillemets, quoi. Ouais. Voilà, c'est un exemple. Après, il y en a plein d'autres d'exemples comme ça. Et donc ça fait qu'on a vraiment un impact, même s'il est pas, comme tu dis, il est pas visible, on fait pas des images ou quoi directement, Voilà, mais on a aussi une relation particulière avec les gens ouais. qui fabriquent et tout. Enfin, c'est un truc qui est très chouette Ouais, en général, quoi. sur le champ de la mer, par exemple, on avait dû modifier des trucs dans le système de caméra ou je sais pas quoi, parce que Tombour, il n'arrivait pas à faire tel ou tel Mm. effet de caméra. Mais Tombour, il a fait que l'animatique, hein. Donc, en fin de compte, ce qui a été modifié, c'était pour lui faire l'animatique, mais tu le vois pas du tout dans le film à la fin. Ouais. Euh, Enfin, Et la ensuite, ça sert aussi aux modification. autres, ça sert ensuite aux autres gens qui utilisent l'outil, puisque maintenant c'est implanté dedans, etc. Enfin, Voilà, c'est c'est, ça. Enfin, comment dire, t'as des changements qui sont très visibles, qui vont être visuels, genre les crayons dans Red Turtle, puis t'as d'autres trucs qui passent complètement inaperçus. Donc voilà, c'est très variable, ouais. mais c'est vrai que c'est le cœur du métier et c'est ça qui est vraiment intéressant pour le coup. Ouais, c'est ça, bah, c'est aussi ce qui m'a débloqué plein de trucs, moi, en étant là-bas, d'aller voir studio, école, événements et tout, ça te permet aussi d'être plus, enfin, en tout cas de mon côté, d'être plus confiant sur, ok, on sait un peu gérer même les relations avec les artistes et tout. Enfin, il y a tout un truc qui s'est construit comme ça. Et donc ensuite, tu quittes TV Paint. Et comment ça se passe cette envie de lancer autre chose, finalement, et de construire un autre outil, parce qu'il y a eu plein d'étapes, encore une fois, là-dessus. C'est quoi un peu le truc de se dire, on veut continuer à faire un autre outil, quoi. Je pars, j'ai les actionnaires majoritaires qui me demandent de partir, je suis obligé de partir. Voilà, je peux plus être co-gérant. Et puis, ben, je me retrouve, j'ai plus grand-chose, quoi. Je suis là, je suis chez moi, ok, Mm. super, j'ai pas de boulot. Que faire? Voilà. Donc, je reprends des contacts avec des gens que je connaissais, etc. Je finis même par retomber sur Sébastien Miglio, dont je parlais tout à l'heure, là, Mm. et qui travaille chez Epic Games à ce moment-là. Donc lui, il a travaillé chez TV Paint, puis chez Toon Boom, puis chez Epic Games. Enfin, il a fait pas mal de boîtes comme ça. Ouais. Et puis il me dit, écoute, Fabrice, tu veux pas aller faire des présentations de Unreal Engine on dit bien engine et pas engine. Voilà. Oui. Tout le Je monde y a précise déjà tout parce le temps. qu'on y a droit tout le temps. On leur a demandé. Ils nous ont dit c'est engine. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que tu veux pas aller faire des présentations de Unreal Engine un peu partout en Europe? Et c'était compliqué. Je lui ai dit, écoute, difficile, hein, j'ai mes enfants, ils ont à peine 2 et 4 ans. Je peux pas partir comme ça facilement Mm. pour aller me balader partout. Et puis de fil en aiguille, en fait, on discute et bon, je me mets aussi un petit peu essayer Unreal Engine pour voir à quoi ça correspond et on poursuit les discussions au fur et à mesure du temps. Je lui dis, mais écoute, il y a rien dans Unreal Engine pour la 2D. Mm. Il fait, ouais, effectivement, là, si tu viens, tu changes complètement. Je lui dis, mais en fait, enfin, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément besoin de changer. C'est-à-dire que, enfin, voilà, moi, je n'étais pas non plus le seul à être au chômage. Et, il y avait différentes personnes aussi qui s'y connaissaient en 2D, qui étaient là, qui étaient parties et qui étaient disponibles sur le marché. Donc, bon, bah, go, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas amener de la 2D dans Unreal Engine et puis essayer d'avoir quelque chose qui soit, bah, qui réunifie un petit peu justement la 2D et la 3D dans Unreal Engine, qui fasse la 2D et la 3D un petit peu comme Blender, Grace Pencil. On avait Mm. un petit peu en modèle à l'époque, puis on avait toute la tendance de ce qui arrivait. Tu sais, il y avait le premier Spider-Man Spider-Verse. Mm. qui est sorti, ça a été une claque monumentale. Tu vois, il mélangeait la 2D, la 3D, il y avait des trucs de partout.
des trellis vecto, des trucs complètement bitmap, enfin tout était mélangé et on s'est dit bah ouais, mais en fait c'est ça l'avenir, De c'est de flouter tout la réunir. frontière. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, il y a pas trop de... Enfin, il y a eu une grosse séparation 2D 3D, même s'il y a beaucoup de films 2D où il y a des éléments 3D de base dedans, mais qui sont un peu camouflés, on va dire, avec du cel shading et Ouais, tout ça. Mais le côté mix de tout, vu que les outils maintenant permettent d'être beaucoup plus malléables, ça, finalement, la séparation des outils a pas tellement de sens. C'est plus, on veut telle ouais, image, comment on fait pour y arriver, et on mélange tout, c'est quoi. ça, ouais. Et puis enfin, il y a eu un courant de pensée au milieu des années 90, là, vers 95, quand il y a eu Toy Story, qui disait voilà, la 3D est arrivée, la 2D ne sert plus à rien, c'est Mm. mort. C'est alors qu'en fait c'est très différent l'un et l'autre. Et ils ont toujours cohabité. Et finalement, quand on les réunit, ça fait des trucs encore mieux. Ouais. Et on voit que c'est la tendance, hein, quand tu vois Arcane, quand tu vois Les Tortues Ninja, plein de trucs. ouais, les Tortues Ninja, il y avait aussi, même au Japon, tu avais Slam Dunk, où Oui. il y a vraiment des trucs, tu sais pas trop, c'est de la 2D, c'est de la 3D, même en étant professionnel dans le secteur, il y a des plans, tu te poses vraiment la question, on va dire, mais Ouais. comment ils font ça je sais pas si tu l'as vu, mais c'était... J'ai vu des extraits en tout cas, et bon, quelque part, on n'est pas trop censé se poser la question quand on voit le film, évidemment, de la technique, mais nous, on a envie de savoir. Forcément, on se dit Bah ouais, comment ça ils ont c'est... fabriqué le truc. J'avoue que j'avais pas la réponse là-dessus, quoi. Quand le film est bon, je pense pas à la technique. Quand le film est moins bon, bah tout de suite ça revient. Ouais. Le film était bon. Slam Dunk était très bon. Ouais. Mais malgré tout, à la fin, tu sors, tu dis, comment ils ont Ouais, c'est fait? ça, tu te poses quand même un peu le truc, t'y penses pas pendant, mais ouais. Et, et du coup, voilà, et c'était l'occasion de tout réunir. Et chez Epic Games, donc du coup, on en a parlé, on a parlé à plusieurs personnes, en fait, hein, il y a pas eu que la personne que je connaissais, hein, Mm. on a discuté avec des tas de gens. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on s'est dit, OK, on y va. Bah, et du coup, il faut une structure juridique. Et la structure, donc c'est Praxinos. Voilà. C'est un Et peu donc comme là, ça ben, qu'on... vous avez eu les mêmes questionnements, enfin, vous les avez eu avant, mais que nous, on a eu avec Enoben pour faire Calipex, c'est qu'est-ce qu'on fait comme structure, comment est-ce qu'on fait pour avoir Ouais, oui, la structure la mieux par rapport à ce qu'on veut faire, etc. Donc c'est là on a pris des chemins différents, parce que nous, on est passé sur une SARL qui est plus classique, on va dire, et vous avez fait une scope, donc peut-être un petit peu expliquer ce que c'est pour les gens que ça intéresserait, parce ouais, que c'est vrai que ça peut être super d'avoir cette structure-là dans certains contextes et tout d'entreprise. voilà. Alors, en fait, enfin, notre scope est aussi une SARL. Hmm. En fait, comment dire, tu as les SARL, tu as les sociétés anonymes, et SAS, ça, ouais. les SAS, etc. Et en fait, scope, c'est quelque chose que tu rajoutes. Donc, c'est société coopérative, scope. Et ce qui est intéressant dans une scope, et c'est pour ça qu'on a choisi ce modèle-là, c'est le côté, enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me plaît dedans, c'est le côté démocratique. C'est-à-dire que tu mets 2000 euros à l'entrée quand tu crées l'entreprise, il faut mettre du capital. Donc, si Hmm. tu mets, je sais pas, 2000, 20 000, 200 000, 2 millions, ce que tu veux, tu as toujours une voix à la fin. Tu es démocratiquement, tu es un individu, tu as une voix. Tu n'es pas lié à l'argent que tu avais mis au début dans Hmm. l'entreprise. Et ça, c'est vraiment bien. Ce qui fait que du coup, tous les gens sont égaux. Nous, on se débrouille pour essayer que tout le monde gagne à peu près la même chose. Comme ça, voilà, c'est vraiment, on est sur une notion d'égalité qui Ouais. nous était vraiment très très chère à la création de Praxinos. Il y a d'autres choses qui se rajoutent en plus. Tu as certaines obligations, c'est-à-dire que, par exemple, si tu fais des bénéfices, tu dois aller donner, par exemple, alors je crois que c'est au minimum 33% doit aller aux employés. Si tu fais des bénéfices, pareil, il y a un minima qui doit être réinvesti dans l'entreprise pour qu'elle améliore euh, ses conditions de travail, qu'elle investisse là où elle veut. Mais enfin, en tout cas, voilà, Hmm. l'argent, il est bloqué, il peut pas partir comme ça en dividende à des actionnaires n'importe comment. Il y a Ouais. des garde-fous en fait, et c'est tous ces éléments en fait qui font qu'on a trouvé que la scope finalement c'était très bien. Après, il y a aussi des contraintes, c'est-à-dire que quand tu crées ta scope, alors je sais plus si c'est la première année ou juste après, Hmm. mais il faut que tu sois capable de payer 2 SMIC tout le temps. Si tu tombes en dessous du fait de payer 2 SMIC, t'es plus scope. Euh, Ouais. voilà, Donc ton entreprise existe toujours, mais t'as perdu ce ce bloc statut. mis par au-dessus, quoi. Hmm. Voilà. Donc voilà, et malgré tout, bon, bah, tu vois, on a quand même réussi à faire nos deux équivalentes en plein SMIC. Mhm. Parce que c'est pas deux personnes au SMIC tout le temps, hein. Tu peux en avoir une qui est à mi-temps, une autre qui est encore à quart temps, une autre qui est encore à quart temps, et c'est Ouais. quand tu additionnes tout, ça doit faire 2 SMIC.
À partir de là, vous allez commencer à construire les plugins. Je crois que c'est bien ça le terme, c'est pas des add-ons ou quoi, c'était des plugins pour Unreal et pour permettre de faire du dessin par-dessus la 3D, pour permettre de faire du storyboard. Et donc ça, c'est la première étape, on va dire, dans ce qu'a fait Praxinos. Déjà, qu'est-ce qu'Unreal Engine? Parce que ben, je peux tout à fait comprendre qu'on connaisse pas plus que ça, surtout si on s'intéresse pas à tout ce qui est jeux vidéo. Hmm. Il n'y a pas de raison. Enfin, alors maintenant, on le rencontre de plus en plus dans la création de films et de dessins animés, mais il y a une époque pas trop, quoi. Unreal Engine, c'est très ancien, hein. Ça date pareil, je crois, du milieu des années 90. Et à la base, c'est fait pour faire du jeu vidéo. Le jeu vidéo le plus connu par rapport à Unreal Engine, c'est Fortnite, qui est, c'est un battle royale. Là, tout le monde s'affronte et puis il ne doit en Hmm. rester qu'un. Bon, moi, je joue pas trop à ce genre de jeu-là, mais voilà, ça a eu un succès de fou. Il y a je sais plus combien il y a d'utilisateurs. Je crois que ça se compte en millions. Enfin, Ah c'est oui, assez c'est impressionnant. gigantesque. Ça a pas mal servi Unreal Engine dans le film Live. L'un des trucs qu'ils mettent beaucoup en avant, c'est le Mandalorian. Mhm. Où en Avec fait, quand les tu grands vois écrans. voilà, c'est ça, c'est les grands écrans, comment dire, les espèces de dômes de LED là, les trucs sphériques là, et puis en fait, t'as tous les décors en fait qui sont générés par Unreal, les éclairages et tout. Et que tu peux Ça- modifier pendant que tu es en train de faire la scène. Tu te dis, ah bah finalement on va mettre ce truc-là, tu déplaces les rochers, tout ça. Il y a des gens ouais, qui construisent en direct tu, le décor et tout. C'est vraiment un truc c'est assez fou. impressionnant, ouais, Ouais. ouais, c'est impressionnant. Tu peux déplacer les rochers, tu peux changer l'éclairage du soleil en disant, ouais, maintenant il est 2 heures d'après-midi, paf, tout se met à Mhm. jour, bah voilà, ça calcule pas pendant des heures, quoi. C'est ça Oui. qui est très très fort, quoi. Ça sert dans tout ce qui est l'industrie de l'automobile. Alors, je pense pas que ce soit forcément pour la modélisation. Moi, on m'avait parlé tu sais, les simulations de trafic dans les villes ou des trucs comme ça. Mhm. Oui. Et finalement, bah, tu as beaucoup ça dans les jeux vidéo. Pareil. Ça sert beaucoup dans tout ce qui est architecture. Là, j'en parlerai pas, c'est pas du tout mon domaine. Il y a tout ce qui est aéronautique. Alors, de mémoire, ce qu'on m'avait expliqué là-dessus, c'est que ça sert pour les simulateurs de vol. Tu sais, les gens qui s'entraînent Ouais. en fait à piloter des Airbus, etc. Ben, en fait, ils ont un cockpit, etc. Il faut que, ben, pareil, tout l'affichage soit réaliste, que ça réagisse, etc. Ben, en fait, derrière, c'est un Unreal qui tourne. Voilà, ça sert aussi dans tout ce qui est joaillerie. Je ne sais pas exactement comment ni pourquoi. Je pense que c'est peut-être simplement pour voir un peu les rendus des Ouais. matériaux, etc. Voilà. Donc voilà, Unreal Engine, c'est vraiment hyper polyvalent. Nous, on arrive dans tout ça. Ouf, ouf. Et voilà. Donc voilà nos premiers travaux. En fait, le premier truc qui se voit pas, c'est que ben déjà tu gères pas le stylet. Mhm. Donc, premier truc qu'on a fait tout au début, c'était ok, ben il faut falloir prendre en charge les tablettes Wacom, les tablettes pas Wacom, que ça puisse simplement fonctionner. Ça paraît peut-être simple quand on le dit, mais en fait, c'est des choses qui sont très très profondes dans le logiciel parce qu'en fait, Mhm. c'est tous les événements que tu reçois du clavier, de la souris, de la tablette, etc. C'est hyper profond parce qu'en fait, tout se déclenche à partir de là, quoi. Donc, si tu fais la Ouais. moindre connerie, en fait, tout le reste après, il part complètement en cacahuète. Donc, voilà, on a sorti Ulysse, qui est une bibliothèque graphique en C++, qui permettait justement de gérer des pixels, de pouvoir simplement en fait faire comment dire, afficher les blocs de pixels, les composer entre eux, les additionner, les soustraire, etc., etc., gérer la transparence. Il n'y avait pas tout ça dans Unreal Engine. C'était pensé complètement différent. C'était Ouais. pas la manière de fonctionner du logiciel. Donc, bah, il a fallu qu'on fasse notre truc à nous. On l'a fait en C++ pour que ça marche sur PC, sur Mac et éventuellement ailleurs s'il faut. Ensuite seulement est arrivé le plugin, le premier plugin de dessin qui est IAD. Bah oui, parce qu'on pouvait gérer les pixels et on pouvait dessiner avec le stylet, donc logique. Et puis après encore un plugin de storyboard qui est Epos. Et donc ça a permis de poser les bases de ce qui sera ensuite Odyssée. Et Voilà, là, c'est ça. déjà, à partir de là, vous avez pu identifier plein de besoins de qu'est-ce que les gens veulent avoir aussi en studio, etc. Pour Unreal, quoi. Ouais. En fait, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que il y a des posts, ils ont été vraiment très très répandus. Comme on Mm. les a mis sur la marketplace de Unreal Engine en tant que plugin gratuit, ça a été récupéré absolument partout. T'as Iliad, qui est le plus ancien, il est déjà à 160 000 comptes passés, et Post, il vient d'atteindre les 50 000 là en janvier. Et en fait, du coup, on a plein de retours de gens qui nous disent, attends, moi je fais du jeu vidéo, faut que ça marche comme ça. Moi je Mm. fais du film, je veux que ça marche comme ça.
On a eu des architectes qui nous ont dit, ah mais c'est trop cool, Iliad, quand je fais visiter un bâtiment en VR avec mes clients, je peux dessiner sur les murs. Ouais. Des Ouais, trucs où ok. tu t'y attendais pas au départ que ce Non, soit utilisé pour ça, quoi. clairement, il y a des utilisations auxquelles tu t'attends pas. Donc c'était un peu foufou, quoi. Et donc c'est comme ça qu'on avait des retours. On a eu aussi l'occasion de faire des émissions. C'est la petite image que tu vois là dans le slide où en fait on avait été retransmis en direct pour tout le monde. Mhm. Euh, bah, du coup, ça te fait un petit peu connaître et puis tu récupères comme ça de l'info. Il y a des gens qui font déjà des mini storyboards et tout dans Android grâce à Epos, par exemple. Et encore une fois, pour le storyboard, il y a vraiment ce côté mélange, peut-être pas forcément 3D au départ, parce que des gens le faisaient dans After Effects, etc., pour avoir des mouvements et tout ça. Mais finalement, Mhm. c'est l'un des trucs les plus logiques avec le storyboard, c'est de le faire en 3D, avec des plans qui circulent dans un espace et tout ça, quoi. Donc ça, il y a vraiment un besoin fort là-dessus. Ça va aider énormément, hein. J'y reviendrai un peu plus tard, si tu veux, avec Ouais. d'autres exemples, mais effectivement, ouais, ça va aider énormément. Et puis après, bah, ce qui nous a aidé, du coup, nous, c'est que bah, on s'est quand même bien fait repérer par Epic Games. Donc, du coup, on a bénéficié en fait du programme Mega Grants. Mhm. Où, en fait, c'est Epic Games en fait qui te subventionne en fonction de ton projet en fait et qui te file un coup de pouce financier quoi. Et ça, c'est vrai que c'était très cool parce que bah, quand tu démarres l'activité avec pas mal de monde et que tu dois justement Ouais. garder tes deux temps plein SMIC, etc. et tout, voire essayer de grossir un petit peu pour accélérer les développements, bah, c'était plutôt bienvenu, quoi. Et d'ailleurs, ça c'est un truc où je sais plus si on en avait déjà discuté, mais ça s'est fait dans quel sens? Est-ce qu'il y a eu le Megagrant qui permet de se dire, OK, on va proposer les plugins gratuits? Ou est-ce que c'était prévu dès le départ d'avoir les plugins gratuits, mais qu'ensuite vous alliez trouver une autre façon de financer? Bah, en fait, les méga grants et le fait de mettre les plugins gratuits, c'est pas spécifiquement lié. OK. Tu reçois un méga grant, enfin, en tout cas nous ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire tu peux postuler, donc tu as la page sur leur site web, ils t'expliquent, je pense que tu tapes dans Google Hmm. Epic Games et méga grants, tu vas tomber sur la page. T'as tout un formulaire de contact que tu peux remplir, etc. Avec ce que tu fais, ta boîte, machin et compagnie, et ton projet. Là, tu peux uploader des vidéos, et on a uploadé des trucs. Les premiers tests sur Iliad qu'on avait fait, moi j'avais fait des flammes sur une texture, puis ça faisait des flammes sur une voiture et tout. Bon, ils Hmm. ont compris qu'on avait le dessin, ils ont trouvé ça cool, pouf, méga grande. Après, le fait de mettre Iliad gratuit, finalement, c'était pas lié. C'est juste qu'on s'est dit, mais attends, voilà, si on se met à devoir le vendre, ça veut dire qu'en fait, on va prendre la moitié de l'équipe, elle va faire que de la vente, Hmm. et on n'a clairement pas le temps. En plus, on connaissait pas trop les cibles, comme je t'ai dit, l'IAD, ça pouvait servir dans tellement de contextes. Euh, effectivement, comme on a eu méga grant, on était quand même un peu plus à l'aise financièrement. Donc on s'est dit oui, en fait, on peut le laisser gratuit comme ça, quoi. Ouais. Ce qui aide en plus après à la visibilité, à la connaissance Ben c'est du, ça. du... Ça a permis aussi d'énormément le débugger parce qu'il y a eu plein de gens qui l'ont testé, donc ils sont venus sur Discord, ils nous ont dit ça marche, ça marche Hmm. pas. Même encore aujourd'hui, on en a qui viennent et qui testent et qui nous en parlent, quoi. Et donc ça permettait de poser les bases justement, je sais pas si tu viens tout de suite après ou pas, mais du logiciel Odyssey, plus oui. complet qui regroupe tout de façon Voilà. plus encore plus perfectionnée, quoi. Et donc voilà, on va justement passer à Odyssey. Donc Odyssey, c'est pas du tout la même logique. En fait, ça s'est tellement bien passé avec Epic Games qu'on s'est mis d'accord. Donc là, on a dû conclure des contrats, Hmm. etc. L'idée d'Odyssey, c'est de reprendre Unreal Engine et de le simplifier. C'est-à-dire que déjà, on va enlever tout ce qui est jeux vidéo. Parce que tout ce qui est jeux vidéo, c'est Epic Games qui gère et ils sont tout seuls à gérer ça. C'est hyper compliqué. Donc tout ce qui est jeux vidéo, Odyssey ne fait pas et ne fera jamais. Hmm. Voilà, comme ça c'est clair. Euh, et de rajouter justement tout ce qui concernait la 2D. On a vu qu'il y avait déjà le dessin, on a vu qu'il y avait le storyboard, mais c'était de rajouter vraiment tout ce qui est animation 2D. Et Donc là, timeline, etc., quoi. voilà, là c'est du gros morceau. Là, effectivement, quand on va rajouter l'animation 2D, ça va devenir vraiment consistant. Donc l'idée aussi, c'est que Odyssey, c'est un logiciel qui est standalone. C'est-à-dire que là, tu vas pas prendre Unreal. Unreal, quand tu le prends, ça fait 100 gigas, hein. C'est Hmm. juste le logiciel, hein. Ouais, parce qu'il y a tout Euh, dedans et tout, quoi. c'est énorme, quoi. Bon, tu peux réduire quand même en enlevant des trucs, les sources et tout, mais enfin, ça reste quand même très, très gros. Nous, on voulait faire un truc quand même un peu plus léger. Odyssey, c'est un logiciel standalone. C'est-à-dire que tu vas pouvoir le récupérer complètement avec
la possibilité de l'installer et d'être totalement indépendant de Unreal en fait. Mhm. Voilà, c'est déjà un logiciel à part entière. On a le droit, enfin on a eu le droit nous de récupérer tout ce qu'il faisait en 3D. Donc du coup, c'est vrai que c'est un avantage qui est vraiment considérable. Et donc on peut faire des trucs cool. Par exemple, si tu vas sur la marketplace de Unreal Engine, je vais te montrer un truc que j'ai récupéré justement pour te montrer un peu aujourd'hui. Voilà, je suis tombé sur ce qu'on appelle donc du coup les assets en fait. Un regroupement d'assets qui s'appelle le Tokyo Street. Les gens qui ont fait ça, en fait, ont fait plein d'éléments, genre des véhicules, des barrières, des murs, etc., des pots de fleurs et compagnie. Et tout ça, ça te permet de faire quoi à la fin? En fait, ce qui te présente quand ils te vendent tout ça, là, c'est que ça te permet de faire des rues complètes. Et là, tu as une vraie rue japonaise. Le rendu qu'on va avoir, nous, après, dans Odyssey, alors, quand tu récupères ça de la marketplace, dans Unreal, bah, tu récupères tout ça, et donc, de facto, tu le récupères dans Odyssey. Donc, c'est assez grand, hein, quand même, comme truc. Je vais me balader un peu plus haut. Tu vois, tu as même le soleil couchant, tout ce qui va bien. T'as une vraie ville, avec tout ce qui va bien dedans. Et bah déjà, ça peut te servir de décor, de contexte en fait après pour toi faire de l'animation. Mhm. Par exemple. Ou ne serait-ce que Voilà. pour un board où tu feras déplacer tes dessins à l'intérieur, etc., quoi. Donc là, ça veut Un dire que tu board, as encore la main sur le fait de déplacer les objets et tout. je peux tout à fait déplacer les objets, il n'y a pas de souci. Le prendre, le tourner, Ouais. aucun problème. Hein, c'est tout à fait c'est faisable avec tout et n'importe quoi. Voilà, le véhicule il me plaît pas là, hop, je n'en veux pas ici, pas de souci, hop, je vais le prendre et puis je vais le mettre ailleurs. Voilà. Et donc après, dans ce contexte-là, vu qu'on est dans un logiciel fait pour la 2D, tu peux placer des sortes de plans sur lesquels tu vas dessiner et animer, quoi. Voilà, c'est ça. Effectivement, c'est la logique du truc de pouvoir faire ça. Ouais. On va pas commencer directement à placer sa 2D tout de suite comme ça. Enfin, je veux dire, si on commençait, enfin, on pourrait, hein, mais ça Dans un reste quand même. contexte de production, il y a des étapes avant, de préparation et tout ça, Voilà, il y quoi. a des étapes avant, et puis même dans un contexte où les gens veulent apprendre le logiciel, en fait, on a mis en place d'autres choses pour simplifier un petit peu. Dans Odyssey, et ça fait par exemple partie de genre de choses dont moi je vais m'occuper. Euh, donc Odyssey, ça permet de faire plein de choses. Donc effectivement, le dessin, l'animation 2D, le storyboard, l'animation 2D dans l'environnement 3D, et on récupère tous les outils 3D de Unreal Engine. Ça, on l'a dit, c'est fait. Euh, mais voilà, ce dont je vais m'occuper moi, voilà, c'est par exemple quand tu démarres le logiciel, tu vas choisir ton espace de travail. C'est-à-dire que si tu vas choisir de l'animation 2D, comme ici la catégorie animation 2D, tu récupères un espace de travail qui est dédié. Auquel cas, si tu lances le logiciel, tu vas récupérer un truc assez classique avec une timeline, tu vas récupérer la roue chromatique, des choses comme ça. Un petit aparté, mais tu parlais de Blender avant, c'est une des différences, en tout cas que je trouve moi, c'est qu'il y a des vraies feuilles, on va dire, d'animation, etc., Ah oui, comparées à oui, des oui. clés d'animation. Donc c'est un des trucs qui fait que l'animation 2D est plus agréable à faire dans ce genre d'environnement, que ce soit TV Paint, Odyssey, Calipeg et tout. On a des feuilles vraiment Oui, organisées dans une timeline. Et c'est ouais, ça qui ouais, fait tout toute à la fait. différence pour le côté pratique, quoi, finalement. Non, mais c'est sûr qu'on enfin, je pense qu'un animateur se retrouve plus facilement Ouais. là-dedans, plutôt que effectivement dans Blender où justement, c'est pour ça, c'est grâce à ces espaces de travail, euh, je peux donner accès à une interface simplifiée pour un animateur. Après, quand le gars il va être plus à son aise, tu vois, je vais passer là dans l'animation 2D, dans l'environnement 3D. Bon bah là, tu vois que l'interface elle va changer un petit peu. Mhm. Voilà, là, hop, t'es dans la 3D, t'as un ciel, tu as quand même une timeline qui est quand même encore là. Donc voilà, c'est le 1 que tu vois là, c'est la timeline qui contrôle cette espèce de rectangle ici. En Mhm. fait, simplement, si tu scrolles, bon là c'est une image fixe, hein, mais si tu scrolles, tu vois, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, juste pour montrer, voilà, on a une anime, mais elle est dans l'espace 3D. C'est ça. En dessous, tu as une autre timeline qui s'appelle le séquenceur, où là, tu vas gérer tous les objets 3D. Euh, et c'est très différent. Le séquenceur, c'est vraiment la 3D, comment les objets vont bouger, les nuages, tout ce que tu veux, Mhm. les lumières, etc. Et la timeline, bah, une fois que tu sélectionnes un endroit où il y a une animation, pouf, hop, timeline. Et là, tu peux te mettre à animer. Là, bon, forcément, tu montes déjà d'un niveau, quoi. Ouais. Après, si tu as vraiment envie de creuser tout ce qui se fait dans le Unreal, donc on récupère tous leurs outils 3D, hein, pas seulement leur capacité à importer des niveaux, on récupère aussi tous leurs outils. Donc tu peux avoir des générateurs de terrain. Si tu vas cliquer par exemple sur les outils de modélisation,
tu vas récupérer, c'est là que je suis en train de la faire, tu devrais récupérer normalement ce genre d'interface où tu es plus en train de faire du modeling, donc créer des cubes, des cylindres, les déformer, les sculpter, etc., etc., quoi. Et d'ailleurs, ça c'est un truc, c'est vrai que je crois qu'on n'en avait pas discuté, mais au niveau interface, icônes, etc., est-ce que c'est aussi des choses qui sont récupérées de la façon de faire de Unreal, ou est-ce que vous faites vous-même les icônes, Alors, que quelqu'un dans l'équipe doit les faire et tout ça? ouais, c'est moi qui l'ai fait en général. Ok, Voilà, mais j'en ai encore plein à faire, c'est affreux. ouais. Tu me fais peur. Ah, oui, Non, les mais icônes, c'est tout un truc hein, pour avoir des icônes qui soient à la fois compréhensibles, mais à la fois un peu propres à l'identité du logiciel et tout ça. Ou je sais pas si vous avez le cas aussi, mais nous, on a besoin de faire des icônes des fois de trucs où les gens mettent pas d'icônes d'habitude, où il y a juste un texte, et en tout cas, nous, dans le contexte iPad, il y a des icônes de comment tu fais une icône de masque d'écrêtage ou de trucs comme ça, qui d'habitude, il y a marqué masque d'écrêtage et c'est tout, tu vois. Donc il y a ouais, tout un truc de design, un peu ouais, de graphisme et c'est tout, qui est pas évident. ouais, et puis ce qui est pas évident aussi. Enfin, moi, le problème que je rencontre, et c'est pour ça que, on va dire, je pense, enfin, faut bien se dire qu'Odyssée, ce que vous voyez là, c'est une V1, enfin, un petit peu avant la V1 là. Ça va évoluer, puis petit à petit, on va améliorer en fait. Parce que Mhm. le logiciel, il se construit au fur et à mesure, ça fait quand même 5 ans. Et donc, les options, bah, elles s'accumulent, elles s'accumulent, elles s'accumulent. Alors au début, tu fais des icônes, ça fait cool, puis on rajoute des nouvelles options, t'en fais d'autres, et puis d'autres, et puis d'autres, puis à la fin, tu dis, mais en fait, elles sont plus Faut du tout harmoniser à cohérentes nouveau, entre elles, quoi. etc. Ouais. Il faut harmoniser le truc, t'as des icônes pleines, des icônes, tu sais, juste des contours, enfin, c'est horrible, quoi. Et là, c'est vrai qu'il y a une grosse passe à refaire pour tout harmoniser. Mhm. Mais oui, on ne reprend pas spécifiquement les choses qui sont dans Unreal, quoi. Il y a Ouais. des fois, on n'a pas le choix, mais pour les icônes, ça pose pas de problème. Par contre, il y a, il y a d'autres choses qui sont plus techniques où là, par contre, effectivement, on est un peu obligé de suivre l'architecture. Mais enfin, bon, globalement, Mhm. on s'en sort, quoi. C'est... Ouais. Et un truc aussi, c'est vrai que j'avais pas demandé ça l'autre fois, il y a des questions qui me viennent finalement, mais à Ouais, quel point vas-y. on peut créer son propre espace de travail, par exemple? Est-ce qu'on peut déplacer des fenêtres, Complètement. Imagine-toi à quel point ça va. Tu peux avoir ta timeline sur un écran, tu peux avoir la vue 2D sur un autre écran et la vue en 3D ou sur encore un troisième écran et tu peux tout Ouais, déplacer où tu veux. Donc ok. c'est hyper modulaire là-dessus, c'est impressionnant. Voilà, donc là, je vais revenir en ville. Alors j'ai pas plusieurs écrans, donc c'est sûr que ce sera pas aussi probant, mais je peux chercher fenêtre, viewport, je vais chercher le viewport numéro 2, tu vois, j'en ai un deuxième Mhm. qui va être complètement ailleurs. Alors, on va aller complètement ailleurs ici. Hop. On va aller voir le parking là. Voilà. Et bah, tu vois bien, j'ai deux trucs. Je vais le mettre en deux fenêtres comme ça, mais voilà. Tu vois, j'ai animé un chat, donc j'ai le chat, je peux le sortir. Ouais. Euh, je peux le mettre là. Voilà, il n'y a pas de problème. Bon, là, je fais sur un seul écran, mais Mhm. effectivement, c'est pas du tout gênant, hein. Voilà. Tu peux aussi enregistrer tes espaces de travail et puis les ressortir après si t'aimes pas les nôtres. Tu peux faire les tiens, hein. Il y a pas de problème, bien sûr. Ouais. Oui, parce que ça, c'est un des trucs qui joue beaucoup aussi dans comment dire, les façons de travailler de chaque personne, où est-ce qu'on place les éléments, s'adapter aux différentes habitudes de chaque personne et tout ça. Donc Ouais, cette modularité-là est quelque part un peu indispensable ouais, pour être adapté dans les studios et tout ça. ouais. Pour s'adapter aux différentes envies et aux différents besoins des gens, on va pouvoir du coup faire du dessin. Qui dit dessin dit brosse. Euh, et là, Odyssée, là, il y a un gros paquet de Mhm. brosses. Ça fait aussi partie des trucs sur lesquels j'ai travaillé. Oui. Donc, j'ai pas fait le moteur des brosses. J'ai fait ce qui vient après, en fait, où tu vas vraiment designer le truc. Euh, ça se fait avec un langage Blueprint. Je vais illustrer ça juste après. Donc il y a énormément de brosses, il y en a 256. Au niveau des définitions, donc là, il y a des limitations dans Unreal qui sont de 8000 par 8000, mais enfin c'est déjà énorme. Ouais. Les brosses, quand tu as vraiment un PC de combat, tu peux monter à 2500 par 2500. C'est pas très utile en vrai, en fait, puisque Mhm. généralement tu fais des petites lignes, mais voilà, ça fait toujours bien de le dire. Ouais. Ce qui va être plus intéressant, justement, c'est la gestion, par exemple, de la profondeur des pixels. Surtout en 3D, tu as besoin souvent de 16 bits et tout, si tu veux que la qualité soit au rendez-vous. Les espaces de couleurs, bah, si tu veux avoir des beaux dégradés comme tu as là sur la peinture, en fait, faut pouvoir travailler soit en RGB, surtout en LAB, parce que RGB, généralement, ça se mélange assez mal, hein, mais le,
le LAB, en fait, ça fait des très très beaux mélanges de couleurs. Mhm. Puis après, tu as toutes les options classiques, changement de taille, d'opacité, etc. Euh, alors, pour te montrer un petit peu ce que ça donne au niveau des rendus, voilà, tu vas avoir des peintures à l'huile, tu vas avoir des aquarelles. Donc, tous ces trucs-là, sont inclus dedans par défaut. Euh, voilà. Tu vas avoir tout type d'aérographe. Alors, enfin, un truc, par exemple, sur lequel j'avais bossé parce que je voulais le refaire, ça m'énervait. Tu vois, il y avait ça dans Painter et je me suis dit, purée, j'ai jamais réussi à le faire. C'est que Ouais. quand tu tiens ton stylo comme ça, tu vois, ça te projette des petits postillons, là. C'est la brosse qui est Mhm. là. Ouais. Et puis quand tu l'inclines, hop, ça te fait une parabole, enfin une ellipse, puis une parabole. Et bon, voilà, tu vois, ça, c'est des trucs, c'était assez cool de pouvoir les refaire. Mhm. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on a pu mettre dans Odyssey. On a rajouté tout ce qui permettait de faire un petit peu du manga, donc des trames, des lignes de vitesse, des choses comme ça. J'ai mon petit truc où je peux choisir mes brosses. Voilà, et je vais dessiner. Voilà, jusque-là, pas de problème. Bon, il y a toutes les brosses que j'ai montrées précédemment, je vais pas les remontrer là, hein. Mhm. Ce que je veux juste montrer, c'est voilà, les gens qui sont vraiment amateurs et qui veulent se plonger dans les brosses, voilà, il y a ce qui s'appelle du blueprint. Alors, c'est très connu pour les gens qui font du Unreal. C'est du langage nodal. Donc, c'est habituellement tout ce qui est nodal, ça permet de faire beaucoup les effets spéciaux, etc. Ouais. Voilà, Ou ça sert à faire des les brosses, quoi. shaders, les choses comme ça dans les Voilà. logiciels 3D pour mettre ensemble les bump maps, les machins. Je commence à voir un petit peu ces trucs-là. Ça fait toujours un peu peur, mais je commence à capter deux, trois trucs. Donc Voilà, bah ça là, arrive petit à petit. voilà, là, tu peux faire des brosses comme ça si vraiment Mhm. tu as envie, quoi. Et ce qui t'offre une customisation absolument totale, quoi. Après, bien sûr, ça, c'est plutôt pour les gens qui vont faire de la production, qui veulent avoir exactement l'outil qu'ils Oui. veulent. Sinon, même les outils sont déjà là pour la plupart des gens, quoi. Voilà, les outils sont déjà là. Mhm. Je sais pas, je prends celui-là, tu vois, voilà, il y a déjà ces couleurs, ces paramètres qui sont là déjà là par défaut, et puis tu as juste quelques options à cliquer, hein. Bien sûr, tu vas pas les retourner dans le ménode à chaque fois, sinon on s'en sortirait Oui. plus. Mais voilà, chaque outil va avoir, voilà, celui-là, je fais des vagues. Voilà, elle va avoir ses paramètres, ses petites courbes, etc., etc. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est que le dessin, ça se limite pas qu'à la 2D. C'est-à-dire que là, tu as vu du bitmap, des grosses bitmaps, mais en fait, on peut aussi dessiner sur les objets 3D. Mhm. Donc, c'est là que ça va devenir intéressant. Donc, je vais te montrer un exemple. C'est un truc que j'ai fait moi. Alors, c'était avec les prémices d'Odyssée d'il y a 1 an et demi, 2 ans. J'ai composé une scène et je me suis dit, OK, maintenant, je vais complètement la redessiner. Donc, c'est cette scène-là qui est en 3D. Donc, je vais utiliser des méga scans. Alors, ça, déjà, c'est hyper cool. C'est un truc, franchement, je trouve ça génial. C'est-à-dire que Epic Games, qui possède Unreal Engine, a racheté une boîte qui s'appelle Quixel Megascan, qui te propose en fait plusieurs milliers en fait, hein, d'assets comme ça qui sont pour le coup hyper réalistes. Donc, des arbres ici, des rochers, etc. Mais tu as toutes sortes de choses, hein. Tu peux avoir l'intérieur d'une maison, tu peux voilà, des canyons, etc. Qui ont été vraiment scannés sur les objets réels Ouais, ou c'est pas ça? je sais pas exactement si c'est de la photogrammétrie Mhm. ou voilà, mais effectivement c'est pris d'objets réels, voilà. Donc c'est de l'hyperréalisme. Bien sûr, on veut pas faire de l'hyperréalisme. Enfin, déjà, ça donne une banque qui est hyper intéressante et du coup, ben, t'as qu'à les placer en fait. Tu fais drag and drop et pouf, c'est dans ta scène. Oui. Et ceux-là, en plus, t'as pas besoin de les acheter, hein. Tu les as, c'est comme ça. C'est dans Unreal, encore une fois, c'est dans Odyssey. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré toutes les textures. J'ai essayé de mettre un petit peu un grain papier, ce genre de choses. Bon, finalement, je crois que j'ai fait 100, mais voilà. Donc, j'ai viré toutes les textures, j'ai mis en blanc. Donc, c'est comme si j'avais un dessin à dessiner, sauf que, en fait, mon dessin est en 3D, quoi. Oui. Et là, tu fais une première passe d'aplat. Alors, il n'y a pas des aplats partout, mais c'est un peu l'idée, c'est justement de voir un petit peu la tonalité globale du truc. Puis après, tu rajoutes des calques, en fait, comme si tu rajoutais des calques sur une image qui serait en aplat, sauf que là, ben, tu as plein d'objets 3D sur lesquels tu vas rajouter des calques. Alors, tu rajoutes de la mousse, de l'écorce, et puis tu vas comme ça au fur et à mesure, étape par étape, tu vois, avec des feuillages, ce genre de choses, et puis jusqu'à la version définitive, en fait. Et ça peut faire assez cool. Et sachant que ça, du coup, c'est pas une image qui est plate. C'est-à-dire que tu peux te Oui. déplacer dedans avec une caméra. Alors, si tu veux voir un peu le process, voilà, il est là. Il a été filmé un petit peu, là.
Donc là, j'avais pris un rocher que j'avais remis en blanc et puis pour montrer un petit peu comment on peut coloriser. Mais en fait, tu tournes ta caméra autour de l'objet et puis tu peux aller peindre dans le contexte, en fait, quoi. Alors tu Et vois ça, ou pour expliquer pas. un petit peu, Ouais, habituellement, enfin, en 3D, on peut faire ce genre de choses-là, mais il y a aussi ce côté, on est censé développer l'UV de l'objet et peindre à oui, plat, alors que là, on a directement le volume c'est dispo. Et ça. puis la particularité de toute façon de ce logiciel-là, c'est que c'est la 2D et la 3D en même temps, parce que en 3D, on peut déjà faire ce genre de choses, mais pas avec les outils 2D en même temps. Enfin, il y a tout un truc là-dessus, quoi. Ouais. Donc ça rend Et le truc beaucoup ben, plus simple. effectivement, soit effectivement tu prends l'UV map, tu déplies et puis tu dessines et puis tu regardes ce que ça donne dans la 3D et tout, ce qui est pas forcément Mm. évident. Après, tu as d'autres logiciels malgré tout qui font ça. On n'est pas les seuls, hein. Le logiciel le plus connu, c'est Substance Painter. Ouais. Mais je dirais que la grande force d'Odyssey par rapport à Substance, alors ça marche pas tout à fait pareil, hein, la façon de peindre et tout, il y a des logiques qui sont un peu différentes, mais si tu veux Substance, ben, tu aurais le rocher, puis en gros, tu n'aurais pas vraiment de contexte autour ou aller au mieux une image. Tandis que là, moi, j'ai tout dans le contexte, quoi. Mhm. Si je dis, je peux mettre un peu de verre ici, mais c'est plus logique avec le tronc d'arbre là, je vais en remettre de la mousse. J'ai qu'un clic à faire, je reviens et je rajoute la mousse, quoi. Et donc en fait, en termes de composition, c'est beaucoup plus sympathique de bosser dans Odyssey, en fait, finalement. Et c'est un truc aussi, ça rentre un petit peu dans ce thème-là, je trouve, de à quel point quand on produit un film, quand on le fabrique, il faut avoir différents outils qu'on relie les uns aux autres, qui peut être un peu compliqué avec la pipeline, etc. Et à quel point on veut un outil qui fait tout en même temps, qui peut avoir aussi, comment dire, il sera pas forcément le meilleur dans tous les domaines, de toute façon, si un outil fait tout, mais ça Non, permet aussi de faciliter des choses, et si on n'a pas, si on a des besoins qui sont remplis par ça, on a un seul outil qui fait tout. Et c'est le cas par exemple de Blender qui fait des tonnes de trucs, qui est pas forcément le meilleur dans tous les domaines, c'est ça. où t'as pas besoin de relier plein d'outils les uns aux autres, parce que c'est un gros problème. Il y a une vidéo avec quelqu'un qui parle de pipeline, il y a des choses à relier les unes aux autres, et ça peut être un truc super bazar, quoi, de relier tout ça. Donc en fait, le plus on peut faire dans le même outil, le moins on a besoin de faire d'aller-retour, le mieux c'est finalement Oui, c'est ça. pour travailler. L'outil n'aura jamais de toute façon la prétention d'être parfait partout. Honnêtement, Mm. Substance Painter, ils font ça depuis tellement d'années. Il y a plein de trucs qu'ils font qu'on ne sait pas faire. Ils arrivent à peindre plusieurs textures en même temps. Enfin, il y a des trucs. Pour l'instant, nous, on fait pas ça. Mais tu as une avancée suffisante pour te dire que ce soit utilisable Mm. en prod sans avoir besoin nécessairement de changer de logiciel ou alors dans des cas hyper précis. Et en l'occurrence, bon, pour tout ce qui est animation, je suis pas persuadé qu'il faille forcément peindre avec des trucs en PBR, là, c'est les matériaux basés sur la physique et tout, enfin, des Mm. trucs, voilà. On va pas jusque là, mais ce qu'on fait, en fait, ça donne déjà des très bons résultats, quoi. Oui, Donc, ça va dépendre des besoins, et vu que c'est plus orienté vers le côté 2D, il y a dans tous les cas moins de gros besoins au niveau des textures, etc. C'est plus de la peinture, du dessin et voilà, des rendus 2D, quoi. Donc c'est il n'y a ça. pas les mêmes besoins de performance et tout ça, enfin je trouve. Ouais, mais exactement, c'est exactement l'idée. Ouais. Mm. Ouais. D'ailleurs, du coup, en fait, après, ben, je t'avais dit, il y avait plein de packs de brosses qui s'étaient intégrés à Odyssey. Et c'est pour ça aussi que c'est cool d'avoir le fameux truc Blueprint là, bon, qui fait un peu barbare avec tous les nodes, mais justement, tu peux réussir à faire des choses qui sont pas standards. C'est-à-dire que là, on n'est plus en train de faire un truc, une brosse animée à la Deluxe Paint là. Parce Mm. que c'est une brosse animée, ça remonte à Ouais. 1985 ou un truc comme ça. Enfin, tu te rends compte, tu vois. On n'est pas obligé d'avoir ça. On peut faire des trucs vraiment beaucoup plus compliqués. Et du coup, ben, ça veut dire qu'on peut faire du sable, on va pouvoir faire de la neige, on va pouvoir faire des vagues, de la peau de dragon, enfin tu vois des trucs, c'est génial quoi. Tu veux faire de la lave sur un rocher, hop, t'as un petit coup de brosse et puis c'est plié quoi. Mhm. Donc ça c'est vrai que c'est des trucs qui sont assez sympas. Tu peux travailler justement sur les normal maps. Alors ça Créer du pour ceux qui relief. voilà, les gens qui connaissent pas, c'est du vrai faux relief en fait sur les objets. Mm. Donc ça apparaît comme ça en violet, mais en fait quand les objets sont placés dans l'espace 3D, voilà, tu récupères des vrais faux reliefs. C'est-à-dire qu'on voit bien que la sphère, il y a beau y avoir des briques partout, la sphère, elle a toujours sa forme de sphère, en fait, hein. Mm. C'est des effets de lumière, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. C'est pas un défaut du tout, c'est juste la logique de la chose, hein. On ne modifie pas, en fait, le mesh en 3D et son maillage, on modifie simplement l'aspect en surface, en fait. Mm. Ce qui permet notamment pour le jeu vidéo d'avoir des performances bien meilleures Oui, parce qu'on a des ouais, objets simples avec des textures qui paraissent compliquées. exactement. Par exemple, pour te montrer un petit peu, je vais venir ici, hop.
voilà, par exemple, là, j'ai le toit, espèce de petit toit là, de la maison. Je vais lui demander est-ce que je peux pas peindre dessus directement. Hop, voilà. Donc, tu vois les réminiscences des vieux plugins, tu vois, tu sélectionnes l'Iliade. Bon, ça, Hmm. c'est des trucs qu'on doit encore changer, mais et puis on va chercher notre objet là. Donc, je le déverrouille. Je vais chercher. Alors, il faut que je trouve juste la bonne texture parce que c'est un objet qui a plein de textures. Tu vois, en fait, c'est un seul objet avec tout le bâtiment. Donc, tu as la texture Hmm. de tout. Donc, il faut que tu trouves la bonne texture rouge qui correspond à ce qui est là. Et puis, on va aller chercher de la neige, par exemple, tu vois. Admettons, je veuille refaire complètement ma map en mode neige. Voilà, voilà, je vais dessiner dessus. Hop, c'est parti. Donc là, tu dessines sur l'objet 3D et on voit sur la gauche que ça dessine sur l'UV déplié, quoi. Alors là, je ne sais pas déplier l'UV ici. Il dessine Ah, directement sur je l'objet parle juste du 3D. côté select texture où on voit qu'il est, enfin, de ce que je vois, Ah j'ai oui, l'impression qu'il est mis à plat. Oui, c'est ça. effectivement, je peux te sortir le truc et le voir là. C'est C'est juste possible. qu'on n'a pas besoin d'y penser, mais il existe, Voilà. il se fait dessiner à côté, quoi. Et je vais pas entendre, je vais chercher du lierre. Voilà. Donc, tout simplement, je peux aller rajouter du lierre directement un peu partout sur l'objet. Et donc, forcément, un des gros avantages de peindre directement sur les objets 3D dans le contexte, c'est qu'on a la lumière et tout. On peut se rendre compte que, je sais pas, telle Exactement. couleur, en fait, à la lumière, on va peut-être la mettre autrement, etc. Voilà, c'est ça. Après, par contre, il faut faire attention. C'est-à-dire que là, j'ai colorié la boîte aux lettres et ben, comme la boîte aux lettres, elle est réutilisée à plusieurs endroits, Ah oui. je vais la retrouver. Tu vas voir. Voilà. Hop. J'ai le même genre d'effet sur la boîte aux lettres ailleurs, quoi. Mais ça, après, ça, pareil, ça s'anticipe et tout. Quand tu fais une production, tu le sais, hein. C'est Oui, c'est sûr. pour tout ce qui est animation 2D, du coup, comme tu le disais, en fait, on va retrouver vraiment des classiques, la timeline classique, les claques d'animation en bitmap. On va avoir en plus les claques d'animation en vecto. Mhm. On va avoir des dossiers de calque pour pouvoir en fait faire le tri, faire une petite hiérarchie, etc. Tout ce qui est table lumineuse, des modes de fusion, donc c'est multiply, screen, etc. Comme on l'évoquait tout à l'heure, on peut travailler multi-écran. Donc un écran timeline, un écran avec l'anime, un écran avec le contexte 3D, ou alors tu partages vraiment comme tu veux. Un truc qui sera pas là tout de suite à la sortie, c'est le fait de pouvoir faire de l'out of pegs. Tu sais, où tu sors les feuilles des tenons et puis tu les tournes. Mhm. C'est en cours de développement, ça va arriver. Voilà, c'est juste qu'il y a tellement de choses à préparer Oui. on n'a pas fini. Et comme on veut vraiment bien le faire avec certaines options, ben ça arrivera dans un deuxième temps, dans une mise à jour en fait, hein. Oui, ça, encore une fois, on a les mêmes problématiques sur Calipeg avec, par exemple, des choses qui sont déjà plus ou moins là. On pourrait les mettre en place, mais c'est juste que ça demande si on veut vraiment pousser le truc, de réécrire certaines choses. Donc, on décide de les décaler parce qu'en fait, je pense que vous avez le même truc de est-ce qu'on sort un truc quasi complet, mais déjà un peu là, ou est-ce qu'on attend d'avoir un truc vraiment bien, et à ce moment-là, ça décale le truc, quoi. Ouais, puis en fait, après, ce qui est compliqué aussi, c'est que faire tout en même temps, tu risques de rien faire vraiment bien. Hmm. Et dans Android, il y a beaucoup d'effets de bord. C'est-à-dire que des fois, tu autorises certaines modifications quelque part, puis ça va impacter ailleurs, et tu t'y attends pas forcément. Ouais. Parce que derrière, bah, t'as toute la 3D qui se met à jour en temps réel. Alors des fois, c'est hyper cool. Puis, par contre, des fois, tu es là, tu dis, ah mince, ouais, j'avais pas pensé, ça va changer ça. Ouais. Et alors, du coup, pour l'animation 2D, je vais te montrer rapidement un peu comment ça se passe. Ça, c'est un chat. Voilà. Alors, c'est pas, voilà, je ne suis pas animateur. Je n'ai pas une grande prétention d'animation. Ce sont des trucs que j'ai fait moi-même, où j'ai rotoscopé des choses qui existaient. Enfin, voilà. Mhm. Je me suis inspiré de Richard Williams aussi. Voilà. Bon, je ne suis pas animateur. Je suis là pour expliquer les concepts. Voilà. Je le dis à chaque Pas de démo, souci. à tout le monde, mais comme ça, c'est su. Euh, voilà, donc là, il y a un chat. J'avais vraiment essayé de faire des poils. C'était pas une grande réussite, mais voilà. Donc, voilà, on a ici un cycle de marche tout simple. On a une timeline. On va avoir, nous, ce qu'on appelle des cellules. On va pouvoir agrandir, rétrécir, euh, des modes de fonctionnement classiques. J'ai un petit bouton Add qui me permet d'ajouter soit des dossiers, soit des images raster, donc bitmap, Hmm. soit des images vectorielles. On va pouvoir euh, alors, si je mets sur la ligne, je ne sais pas si on va trop voir. Attends, je vais essayer d'enlever. Voilà.
enlever la colo, je vais mettre le fond blanc et je vais activer la table lumineuse. Je ne sais pas si on la voit, oui, elle est là. Ouais. Voilà. Et donc, voilà, on retrouve vraiment les classiques de l'animation. On peut tourner le plan de travail. C'est extrêmement basique, hein. Il n'y a pas, voilà, je vais pas forcément m'étendre. Je pense que tous les gens qui suivent ta chaîne connaissent au moins déjà ça. On va avoir des outils de colorisation, des pots de peinture, des outils de sélection. Le Mhm. cercle, en fait, c'est simplement pour dire qu'on peut faire des shapes, donc des cercles, des rectangles, des ellipses, des choses comme ça. La table lumineuse a la particularité de s'afficher un petit peu en dessous, ce qui permet d'afficher Ouais. un petit peu plus ou moins de transparence. Il y aura d'autres options qui vont apparaître aussi à ce niveau-là. C'est pas fini. Il y a pas mal de petits trucs sympas qui sont en préparation. Et je passe à mon petit chien, parce que le petit chien, lui, ce qui est cool, c'est que lui, il a été fait non pas en bitmap, mais en vecto. Et là, ça va devenir très intéressant. Tu vois, je vais zoomer, tu vois. Je peux complètement l'éditer, prendre la courbe et hop. Ah, bien Mhm. sûr, quand tu as fait ta colo, la colo se met à jour automatiquement, ce qui est aussi assez sympa. Ouais. Tu peux éditer les tangentes. Tac. Voilà. Tu as une carrière d'options comme ça. Tu peux donc dessiner complètement en vecto. Là, j'ai volontairement dessiné avec une épaisseur fixe, mais on pourrait très bien utiliser la pression. C'est juste que je voulais que le personnage soit à peu près cohérent, consistant. À nouveau, tu as tout ce qui est table lumineuse, hein. Ça, c'est assez classique. Je vais l'activer. Voilà. Elle est là. On la voit à travers. Là encore, bah là, voilà. Là, tu as un bon exemple, tu vois, d'icônes qui sont pas du tout consistantes entre elles parce qu'elles ont été faites à différents moments. Ouais. Euh, bon, on y remédiera, mais voilà, il y a vraiment pléthore d'options. Voilà, tu peux prendre une grille et puis complètement le déformer. Tu as tout ce que peut t'offrir le Vecto. Tu vois, tu as un outil push là. Alors, je vais juste l'agrandir. Ouais, un radius qui est là. Et voilà, je vais pouvoir tirer comme ça les. Voilà, ça, c'est une Mhm. notion qui est dans Blender et qui est assez sympa. Une sorte de sculpte en vecto. Ouais, c'est ça, ça fait une sorte de sculpte en Vecto, effectivement. Tu peux prendre des lignes, tu peux, avec le petit canif, là, tu vois, tu peux rajouter des points. On va dire, allez hop, je rajoute des points de contrôle, comme ça, je vais changer les tangentes et tout. Donc, c'est des trucs assez sympas. Et alors, notre petit chien, donc, il est déjà colorisé. C'est-à-dire que tu peux regrouper tes tracés dans ce qui s'appelle des paint groups. Avec Mhm. l'oreille, il y en a un avec le corps qui est devant et il y en a un avec les jambes qui sont derrière. Et chaque paint group, en fait, il va pouvoir avoir ses propres couleurs. Et en parlant de couleurs, justement, voilà, alors, je vais charger la couleur. Là, j'ai une palette où on a juste deux couleurs. Je peux très bien aller faire un nouveau set de couleurs, par exemple set de jour, et puis la nuit, je vais lui mettre d'autres couleurs, j'en sais rien. Je vais mettre, peu importe, allez. Je vais faire un chien rouge. Voilà, ça n'a pas grand sens, mais voilà, c'est pour montrer que voilà, tu peux, comme ça, alors, je vais juste le, voilà, quand tu changes, hop, tu Mhm. viens là, hop, voilà, tout simplement. Donc, tu as des vraies couleurs qui sont réellement indexées. C'est-à-dire que ton chien, tu vas pouvoir le mettre en scène dans différentes situations après dans ta 3D, et puis choisir la bonne palette qui va bien, la changer éventuellement. Et bien entendu, si tu changes là toutes les autres animations du chien, je sais pas, si le chien il fait autre chose et qu'il se sert de la même palette, bah, ça va se mettre à jour. Ouais. Donc là, c'est vraiment tout ce que t'offre la Vecto qui est là, qui est hyper présent. Tu peux créer aussi des lignes invisibles. Tu vois, les lignes invisibles qui sont là, c'est une ligne que tu vois pas, en fait, mais qui te permet de faire une colorisation ou des choses comme ça, ou une ombre, par exemple. Bon, là, il n'y a pas Mhm. d'ombre, mais donc voilà, donc toutes ces choses-là, voilà, c'est ce qui vient de la Vecto, et c'est vraiment très très sympathique. Voilà, animation 2D dans un environnement 3D, on y est. Donc le truc principal, en tout cas, je pense, qui Voilà, permet donc d'avoir des mix et surtout aussi le côté caméra animatique. Même quand je dis des mix, c'est pas forcément de la 2D dans de la 3D, mais d'avoir des vrais plans dans un espace près d'une caméra qu'on éloigne avec des histoires de lentilles, des choses comme ça. Enfin, c'est là-dessus que c'est le oui, plus intéressant, je trouve. on peut effectivement faire ça dans Odyssey. Donc, c'est effectivement, bah, c'est ce qui est écrit là, en fait, hein. Tu peux gérer les caméras, tout ce qui est distance focale, profondeur de champ, ouverture du diaphragme, etc. Donc, tout ça, en fait, ça vient de Unreal Engine, en fait, puisque c'est l'environnement 3D. Et nous, on va mettre nos animations 2D dedans. On va aller ouvrir, là, on est dans l'espace 3D, donc on va aller ouvrir non plus une timeline, mais un séquenceur.
Donc, c'est le séquenceur de Unreal Engine. On va chercher une séquence que j'ai fait spécialement ici, voilà. Et alors, on va se mettre du point de vue de la caméra qui est là. Et voilà, j'ai placé mon chien en fait directement à l'intérieur. Je vais jouer la séquence. Ah, il y a une piste son aussi, hein. On Ouais. fait passer un véhicule, on tourne un peu la caméra. Hop, on a notre petit chat. Alors, le petit chat, j'ai oublié de le remettre comme il était. Donc et voilà, mais là, tu vois vraiment l'aspect temps réel de la chose pour le coup. Parce que, Ouais. effectivement, alors, où est-ce qu'il est mon chat? Il est là. Voilà, on va lui redonner un petit peu son allure. Une colo, voilà. Voilà, je le ressauve. Voilà, c'est vraiment l'aspect temps réel. C'est-à-dire que je vais repasser l'animation et tu vas voir que le chat, c'est bon. Donc le chien, il est là, il suit la caméra. Le véhicule passe et notre chat, voilà, il est ici, tranquillement. Et donc là, Voilà. on a un plan unique en 2D avec une boucle, et ensuite on déplace le plan lui-même dans la 3D. Alors en fait, voilà, ça se décompose. Donc là, il y a trois plans. Je vais aller voir, en fait, tu peux faire des hiérarchies comme ça de plans pour faire un film. Donc je vais aller voir à l'intérieur. J'ai, dans celui-ci, donc voilà, j'ai une caméra et en fait, alors je sais pas, ça se voit peut-être pas trop ici, mais en fait, le truc s'appelle Dog Walk. Il est lié à la caméra. Donc quand la caméra va bouger, en fait, le chien, il va bouger en même temps. Voilà, donc après, c'est à toi de gérer la caméra, est-ce que tu la fais bouger vite ou pas vite. Ce que tu vois ici, par exemple, c'est qu'au premier plan, voilà, par exemple, le vélo et puis la barre de fer, en fait, ils sont complètement flous, quoi, parce que la mise au point, elle est faite sur le chien, elle n'est pas faite, en fait, sur ce qui est devant. Après, tu peux aussi régler de manière à ce que tout soit net, hein. Ça, c'est toi qui choisis. Ouais. Tu peux faire évoluer au cours du temps. Le chien, il récupère les ombres de ce qui lui passe devant. Ce qui s'est passé, c'est que la personne qui a créé la carte là, dans la marketplace de Epic Games, il a fait la map là, il l'a faite aussi de nuit. Et là, ça va commencer à devenir rigolo parce que tu peux configurer ton logiciel de manière à ce que en quelques clics, tu passes de jour à nuit. Donc là, on va tout effacer et on va passer en mode City Night. Et voilà le travail. Donc ça va, voilà, on est en train de rafraîchir pardon, tout ce qui est éclairage. Et on est la nuit. Et donc là, le fait que le chien soit plus sombre, c'est juste parce qu'il n'y a pas de lumière à cet endroit-là, mais la couleur en soi n'a pas changé. C'est ça. Hmm. En fait, les couleurs sont les couleurs que tu as choisies, mais en fonction de l'environnement et de la manière dont il est éclairé. Là, tu vois, le chat, il est carrément trop éclairé parce que à tous les coups, au-dessus, il y a Un un lampadaire, éclairage, hein, une ouais. lampe ou quelque chose. Bien sûr, il faudrait adapter parce qu'en fait, le chat et le chien ne font partie de aucune des deux maps en soi, si tu veux. Hmm. T'as une map avec ce qui s'appelle le persistent level avec le chat et le chien. Et puis après, c'est toi qui choisis d'afficher la map que tu veux, quoi. Ouais. Voilà. Donc après, bien sûr, il faut le réadapter, il faut le refaire un petit peu. Mais enfin, c'est pas très long. Tu as vu qu'avec le système des palettes, justement, tu peux choisir exactement la façon dont ça va se passer, quoi. Mhm. Et donc là, je t'ai montré de l'animation sur des plans. Mais on peut animer sur bien plus que des plans. Ça, c'était une démonstration qui avait été faite au Radi. Donc ça, c'est Elodie, en fait, qui fait une petite animation d'une fissure qui se fait sur un rocher, en fait. Sauf que le rocher, il n'est pas du tout plan, hein, il est complètement 3D. Donc on a l'anime qui se joue, pas de problème. Et ce qui est cool, c'est que bah voilà, tu peux tourner complètement autour, changer complètement de point de vue. L'anime, elle reste cohérente et sur Ouais. l'objet. Donc non seulement tu peux dessiner en fait sur les objets 3D, mais tu peux carrément animer dessus. Un autre exemple là, qui vient d'être fait, c'est notre petit bonhomme là. Voilà, il est en train de rougir. Bon, c'est un petit peu, voilà, c'est juste pour l'exemple. Mais ouais, tu peux tourner la caméra dans tous les sens. Le personnage, il n'est pas du tout plat, hein, c'est vraiment un personnage volumétrique 3D. C'est vraiment vers ça qu'on s'oriente, hein. De toute façon, tu vois, dans tout ce qui est Spider-Verse, etc., ils ont des processus comme ça qui sont assez poussés. Et, on a bien envie d'avoir les mêmes. Donc Mhm. voilà. Et puis je profite qu'on ait les bonhommes en 3D pour montrer qu'en fait, voilà, on récupère aussi tout ce qui est animation 3D. Donc là, on n'a rien fait. Tout vient de Unreal Engine. Mais on a les rigs, on a les bones, on a les inverses kinématiques, les courbes de déplacement, les retargets, les mocap. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Alors, j'ai une petite vidéo là qui fait juste une minute. Bon, tu reconnais le décor qui est celui qu'on a vu tout à Ouais. l'heure. Le mannequin là, qui est en train de ramer, c'est le mannequin de base de Unreal, voilà, qui est le truc qu'on te donne avec le logiciel.
et tu peux faire ce qui s'appelle le retargeting. C'est-à-dire que si tu as une animation pour l'un, tu la transfères sur l'autre. Ouais. Donc j'avais l'animation d'un rameur pour le mannequin et en fait, on peut la transférer sur le petit garçon. Et honnêtement, ça m'a pris peut-être une demi-heure à tout casser, quoi. Là, ce qu'on voit ici maintenant, ce sont les courbes. C'est-à-dire que tu vois le bateau qui tangue, bah, ce sont les courbes que tu vois ici, en fait, sur le côté des sinusoïdes, quoi. Mhm. Et là, après, tu as le rendu final, avec le décor et l'animation 3D. Cette animation 3D, je l'ai pas faite, hein. Ça vient de la mocap, ça vient de la Ouais. marketplace aussi. Mais bon, on pourrait très bien la faire à la main si vraiment on a envie de se faire une animation 3D à la main, ce qui est assez long. Et Euh, j'imagine qu'on peut faire de l'animation 3D ailleurs et ensuite importer d'une façon ou d'une autre. oui, 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 Parce qu'Unreal peut le faire. Ouais. tout à fait. Il y a plein d'options d'import-export, de choses comme ça. C'est vraiment très, très poussé. Alors, dans les choses qu'on récupère aussi, alors, du coup, là, voilà, on s'éloigne un petit peu du savoir-faire de Praxinos, mais c'est quand même intéressant de savoir que ça va être dans Odyssey. C'est le modeling 3D. Donc, alors c'est pas aussi poussé qu'un Blender. Pareil, on est dans un logiciel qui fait plein de choses, mais qui fait pas forcément le truc le meilleur dans chaque secteur. Mais quand même, tu peux modéliser des petites choses intéressantes, quoi. Tu peux faire des terrains, tu peux sculpter, tu peux lui faire calculer les UV maps, tu peux faire des paysages complets. C'est assez sympa. Mhm. Ça marche bien. Euh, Là, j'avais fait, alors c'est même assez rigolo parce qu'en fait, tu peux modifier des objets déjà texturés, en fait, quoi. Tu vois, Ouais. avec des grilles, avec des cages. Donc ça, c'est une normal map, par exemple, qu'on a mis dessus. Il y a plein de choses. Et là, on va récupérer justement ce qu'on n'avait pas tout à l'heure avec les outils de dessin, c'est la possibilité de dessiner en déformant le mesh. Mhm. On va le Donc voir, de voilà. sculpter vraiment. Voilà, là, tu vois, on a une sphère. On n'est plus en train de dessiner en aplat. Là, on a une sphère, en fait, qui change vraiment le volume, en fait. Voilà, ça va tourner. Voilà, là, on le voit bien. Ouais. Clairement, là, on a changé réellement le volume, en fait, du truc. Après, on Et peut après, on le... rajoute un perso en 2D qui monte l'escalier, on imagine tout ce qu'on veut et tout ça. Je pense que c'est Ah ouais, assez c'est clair tout ce qui est possible, quoi. effectivement. Après, tu as tout ce qui est storyboard et animatique. Bon, on a déjà vu énormément tout ce qui est animation 2D, en fait. Donc, du coup, le storyboard, j'allais dire, il se comprend très vite, en fait. Tu as Mhm. très, très vite fait de placer un personnage ou un dessin quelque part. Ce qui est intéressant, en fait, au niveau du storyboard, c'est qu'en fait, tu peux soit dessiner en 2D, soit dessiner dans le contexte 3D. C'est un petit peu ce qu'on voit ici. Ça, c'est des mots qu'on avait déjà montrés il y a quelques temps. Ce qui se fait aussi, alors un truc qu'on a fait récemment à ce niveau-là, là, par exemple, voilà, on a fait une toute petite séquence. Voilà, c'était une petite salle de boxe. Hop, tu vois, en fait, des poses qui sont complètement fixes. Voilà, des personnages qui sont censés se regarder. Bon, voilà, c'est un peu balbutiant hein, comme storyboard, mais c'est juste pour montrer les concepts. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un ring, donc on a des lignes devant, des lignes derrière, Mhm. etc. Donc lui, voilà, on va pouvoir le placer normalement devant ou derrière. Donc là, tu le bouges sur un des axes 3D, quoi. En fait, c'est-à-dire que je le mets plus ou moins loin de moi. Donc là, Mhm. il est vraiment très très proche de moi, ce qui n'a pas grand sens. Là, il est au bon endroit. Après, je peux vraiment le placer très très loin. Là, il est passé carrément derrière, en fait. Ce qui Et ce n'a qui est plus, marrant, enfin, en tout cas, ce qui n'a pour plus moi, sens. avec ma vision 3D du truc, c'est que j'imaginais que enfin, si je le pousse, il va rapetisser. Et là, dans ce cadre-là, son échelle reste la même. C'est calculé pour. C'est une Ouais. manière de pousser qui est différente où justement tu fais ton dessin généralement à la bonne taille, mais des fois tu as besoin le remettre juste à sa place, quoi. Ouais, ok. C'est-à-dire qu'après, enfin, c'est-à-dire que dans la vue 3D, euh, comment dire, tu veux que le personnage soit à la bonne taille, à la bonne place. Et ça, c'est très important de pouvoir préserver ça, quoi. Ce qui fait qu'après, tu bascules très très vite dans de l'animation. Et justement, ce qui est cool justement aussi, c'est que voilà, tu peux, par exemple, n'afficher que les lumières. Donc, ça te permet de savoir si tes objets sont éclairés ou pas après. C'est Mhm. quand même pratique parce que quand tu fais un storyboard pour de la 3D, ça arrive souvent que le personnage il n'est pas éclairé au bout d'un moment. Donc ça, tu peux très très vite l'anticiper. Tu passes en mode lightning et hop, tu vois qu'est-ce qui est éclairé, quelle portion de la salle l'est, quelle portion de la salle ne l'est pas. Ouais. Et puis après, ben, allez go, hein, tu peux passer directement à l'anime. Et, euh, et voilà, ça va donner des choses comme ça. Donc là, il y a une caméra qui bouge en 3D au milieu, mais ensuite, c'est Exactement, que du plan 2D donc la rotation, évidemment, est animée en 2D. c'est ça. La caméra est là et on va la voir se déplacer. La Mhm. caméra, en fait, elle fait le tour du ring, en fait. Alors, je suis désolé, il y a beaucoup de machins.
À l'écran, là, c'est tous les éclairages, etc. Mais ouais, la caméra, elle fait tout le tour. Hop. Ok. Donc t'as toujours les personnages qui sont face à la caméra. Quand la caméra bouge, ben, en fait, voilà. Tu peux toujours sortir après tes storyboards comme ça si tu as envie. Euh, et voilà un petit peu ce que ça donne, quoi. On va récupérer en fait après tout ce qui est effets spéciaux, tout ce qui va être post-processing, je vais revenir très très vite. On va récupérer tout ce qui est gestion des particules de Unreal. Donc ce que tu vois là, par exemple, les tornades, etc., les explosions, c'est des particules en fait. C'est des gestions de particules. Alors c'est des gens qui ont fait ça dans la marketplace. Tu peux les récupérer, les éditer, les modifier, etc., et Mhm. faire des choses qui paraissent complètement 2D. Euh, pour tout ce qui est post-processing, en fait, ce sont des effets. C'est comme des filtres, mais dans la 3D. Donc tu vas pas juste filtrer l'image. Je vais un petit peu plus loin. Voilà. Voilà. Là, si je filtrais juste l'image, voilà, je ferais juste des pixels comme ça, ce serait pas très intéressant. Mais je peux faire des contours sur toute la 3D. Je peux euh, également avoir uniquement quelque chose qui va être comme ça. Donc là, on est Mhm. plus dans un style qui va être genre en manga, ce genre de choses. On va pouvoir traiter séparément qu'est-ce qui va être la lumière, les ombres. Tu vois ici que les ombres, elles sont hachurées, par exemple. Ouais. Tu peux traiter différemment tout, en fait. Ce qui est loin, ce qui est près. Donc ça fait des filtres assez compliqués, mais qui ont des rendus. Voilà, là, par exemple, on a un décor qui est complètement aquarellisé et on n'a pas mis une seule trace de pinceau. Euh, Mhm. Ce qui est quand même assez impressionnant. Et en plus, tu peux aller t'amuser, tu peux éditer, par exemple, la lumière, la changer. Et voilà, ça tourne, ça change. Ça se met à jour en temps réel. Voilà, toutes ces choses-là sont vraiment très très sympas. Donc il y a aussi le côté rendu qui va être Oui, important. C'est pas seulement le côté animation, quoi. C'est à quoi ouais, ça tout à ressemble fait. l'image finale, quoi. Puis tu peux sélectionner, dire voilà, tel objet a tel rendu, tel autre objet il aura pas tel rendu. Enfin bon, après c'est beaucoup de préparatifs, hein. Quand tu fais ça, Mhm. c'est assez conséquent. Mais ouais, ouais, c'est assez performant. Ce qu'on a aussi, donc, c'est le travail collaboratif. Ça, c'est quelque chose, enfin, à mon sens, ça existe dans Blender, mais c'est quand même extrêmement pas pensé pour, quoi, à l'origine. Alors que dans Unreal et donc a fortiori dans Odyssey, c'est vraiment pensé. Euh, C'est-à-dire que tu peux utiliser des GitLab, des Perforce, des subversions. Tout ça, c'est des gestionnaires. C'est-à-dire que là, par exemple, on a travaillé avec une prod. C'était Ellipse Animation, ils étaient à Paris. On avait qu'un Lank qui était à Angoulême. On avait la storyboardeuse qui était en Californie. Et ils travaillaient tous ensemble sur un même projet. Et ça se Ouais. fait avec des logiciels de gestion de version qui s'appellent donc justement là, tout ce qui est GitHub, Perforce, etc. Et bah, Odyssey, il a cette capacité, quoi. Alors après, ça peut se faire hein, avec Blender, mais tu vas gérer avec d'autres outils tierces, en fait. C'est pas directement intégré dedans. Mhm. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui marche vraiment bien, parce qu'en fait, une Unreal Engine, c'est quand tu fais un jeu vidéo, tu es obligé d'avoir ces choses-là, quoi. On arrive à se faire travailler à plusieurs en même temps sur une scène. Euh, et là, bon, c'est un vieil exemple hein, qui date d'un petit moment, on n'en a pas refait malheureusement. On a une salle de volley, donc moi je suis à gauche avec mon Windows et Elodie qui habite à 35 km de chez moi est à droite sur son Mac. Elle est en train de placer les personnages pour faire un espèce d'animatique. Puis moi je suis en train de rajouter des lumières, des cubes, etc. Et dès que quelqu'un fait une modification, l'autre le voit. Et c'est ça qui est assez rigolo, quoi. Là, je rajoute un Ouais. cylindre, hop, elle va le voir. Il y a un moment où je vais me mettre à changer, par exemple, les gradins, la couleur des gradins et tout, ça va s'afficher chez elle directement. Bon, bien entendu, on peut pas travailler deux en même temps sur les mêmes objets de la scène parce que ça n'aurait pas de sens. Mhm. Mais c'est quand même intéressant, quoi. C'est-à-dire que ben, si elle place, par exemple, les personnages qu'on voit ici, qui sont en train de faire du volet, et qu'elle met, tiens, on rajoute des gradins derrière, ça fait vide. Ben voilà. Euh, il y a des interactions comme ça qui peuvent se faire en fonction des spécialités de chacun. Bon, bien sûr, il faut pouvoir communiquer avec la voix pour Ouais. se parler, mais c'est vraiment cool, hein. C'est assez agréable. En tout cas, ça permet rapidement d'élaborer des concepts et puis de jouer. Et puis tu reçois tout ça et puis tu renvoies avec ton GitHub, etc. Tu mets ça à jour, quoi. La configuration matérielle, donc c'est du Windows 10, du Windows 11, avant risques et périls.
Et voilà un petit peu tout ce qui est recommandé, donc des cartes graphiques qui sont quand même assez récentes. Alors, en fait, plus vous allez vouloir faire de la 3D, plus il faudra des cartes graphiques puissantes. Plus vous Mhm. allez vouloir faire de la 2D, plus il faudra un CPU puissant. Et si vous voulez faire les deux en même temps, il faudra les deux. Les 32 Go de RAM, alors ça marche avec 16. On recommande quand même 32, puisque bah, on peut avoir quand même des projets qui sont très très gros et ce serait dommage de se retrouver bloqué. Et au niveau justement de comment est-ce qu'on a le logiciel, au niveau du tarif, etc. Alors, le logiciel, en Pour que fait, les il gens faut aller puissent savoir. sur praxinos.coop. On a un bouton Login Register qui nous permet en fait simplement de se connecter au site. Voilà. Vous pouvez avoir la version jour, la version nuit, vous vous connectez au site et là, vous pouvez récupérer directement le logiciel en démo. Voilà. Pour les achats, il y a une boutique en ligne avec les tarifs. Alors, au niveau tarif, grosso modo, il y a deux modèles. Soit vous l'achetez de manière permanente, soit vous pouvez le louer, auquel cas il y a des tarifs de location. Euh, il y a les tarifs étudiants. Alors, pour les étudiants français, c'est environ 150 euros TTC. Pour un Odyssée en licence permanente, on est à 1200 euros hors taxe. Alors après, ça dépend si vous payez la TVA ou pas. Et puis après, en Mhm. location, en fait, ça dépend de la durée de la location, quoi. Voilà. Après, pour les écoles, les associations, les studios, c'est différent. Il faut faire des devis. Il y a souvent de la formation qui vient avec. Donc là, pour tout ce qui est école, association, studio, faut nous contacter. Il y a un petit formulaire de contact qui est là et vous pouvez me dire est-ce que vous voulez une démo, est-ce que vous voulez... alors, je suis en anglais, c'est un peu dommage, le site est en français. Voilà, est-ce que vous voulez un devis, une démo, du support technique, etc. Et vous nous dites tout ce qui vous passe par la tête, j'ai un projet de film, comment je peux faire, etc. Et puis on se fera une joie de vous répondre. On est très présent sur Discord, donc si vous voulez nous joindre, c'est Discord encore le meilleur moyen pour, Mhm. pour nous rejoindre. Donc voilà, il y aura toutes les infos en description pour prendre le logiciel, en apprendre plus dessus, etc. Le Discord et tout ça. Il y a d'autres points qu'on pourra aborder peut-être un jour dans une autre discussion. Le côté aussi travail à distance pour Ouais. développer un logiciel, parce qu'on a aussi une expérience là-dessus avec Calipec, donc ça peut être sympa de dire comment on coordonne une équipe et tout sur des projets comme ça. Et puis voilà, donc peut-être qu'on fera d'autres vidéos ensemble, et merci encore d'avoir partagé tout ça. Bah, volontiers, hein, quand tu veux. Merci.